Bienvenue, donc moi je vais vous parler cette fois-ci de la programmation optimiste. Donc je me présente rapidement, vous l'avez compris, je suis un des organisateurs des Humanto, je m'appelle Mathieu. Aujourd'hui je travaille chez Antescofo, donc moi j'ai pas encore mis ça en place, avant je travaillais chez Mano Mano et donc je vais vous présenter un pattern qu'on a pu utiliser pour faire pas mal de choses. Et donc aujourd'hui on va parler de programmation optimiste et non pas de programmeur optimiste, c'est une nuance importante, donc je vais pas vous parler d'engagement, genre ça prend 2 minutes, non, pas de souci, fais-moi confiance. Non, aujourd'hui on va parler de programmation optimiste et la programmation optimiste c'est quoi? C'est essayer en fait de prédire d'une manière plus ou moins subtile ce qui va se passer pour rendre les choses beaucoup plus rapides qu'elles ne le sont en réalité. Alors pourquoi on voudrait rendre les choses plus rapides qu'elles ne le sont? Bah tout simplement parce que les gens n'aiment pas attendre. Je sais pas, vous avez probablement tous pris le métro au moins une fois ou allé sur périph' ou fait des courses, vous voyez les gens changer de fil en permanence. Et puis là, si je vous fais attendre sur le slide comme ça, là, ça va être un peu chiant. Du coup, vous allez dire, non, il va pas le faire. J'ai 10 minutes, donc je peux tenir 10 minutes sur ce slide et vous faire attendre. Mais bon, je suis pas là pour prouver un point, donc non, on va avancer. Et aujourd'hui, donc sur cette notion de rapidité, je vais me focaliser sur un use case parce que j'ai que 10 minutes, qui est l'utilisateur fait une action, il se passe quelque chose dans l'internet, voilà, distant, avec un appel réseau, et on veut afficher le résultat de cette action-là. Et donc, ce fameux truc au milieu, là, qui peut prendre du temps, des fois on a la main dessus, des fois non, on va le voir, ça peut poser des problèmes. Alors pourquoi ce truc au milieu il prend du temps? Quand on fait une requête, il se passe déjà plein de choses. Quand vous faites une requête, il va y avoir potentiellement une résolution DNS et puis il y a un truc qui circule dans des tuyaux et du coup il y a de la latence réseau. Si votre serveur il est à des milliers de kilomètres, ça va prendre un peu de temps. Ensuite, une fois que votre requête elle est reçue sur votre serveur, il va falloir traiter cette requête, la router aux bons endroits, faire du traitement de données, stocker des trucs en base de données, peut-être appeler d'autres microservices ou d'autres services tiers, etc. Ça peut prendre du temps. Et enfin, il faut renvoyer le résultat. Donc là, à nouveau du réseau avec des données. Donc en plus, il y a la taille des données, ça peut prendre du temps. Il faut que l'utilisateur récupère les données, les traite et du coup mettre à jour l'interface. Donc tout ça, ça prend du temps. Et donc tout ça, du coup, il y a du réseau, il y a du physique, il y a des ordinateurs. Il y a plein de choses, et donc vous allez atteindre des limites physiques, vous ne pouvez pas plus vite que la lumière. Donc si votre ordinateur est à 5000 km, voilà, vous faites 300 000 km/s, vous savez, forcément, à un moment, il y a de la latence qui va arriver. Et d'autant plus que souvent, en tant que développeur, chef de projet, designer, ce que vous voulez, on a tendance à sous-estimer un élément important, c'est que nous, on travaille sur des super ordi, dans des super connexions, alors que vos utilisateurs, pas forcément. Si votre utilisateur, il est sur un ordinateur tout vérolé, dans le TGV, en train de consulter votre site, il n'a pas les mêmes connexions que vous sur votre Mac M3 avec votre super fibre optique à 10 Go. Donc du coup, pour ces utilisateurs-là, c'est aussi important que le site aille vite. Donc du coup, on peut faire plein de choses. Si vous voulez voir un site, voilà, vous avez un gros serveur. Si on veut servir plus de trucs à plus de monde plus facilement, on va l'éclater en plein de trucs. C'est le principe des microservices, ça scale, c'est génial. Si nos petits trucs, ils sont pas assez puissants, on augmente la puissance, on leur donne plus de CPU, plus de RAM, ce que vous voulez. Évidemment, on va mettre de la compression, on va pouvoir mettre du cache, on en a parlé tout à l'heure, peut-être même du CDN pour avoir des trucs plus proches de l'utilisateur. On va évidemment optimiser notre code, faire du nettoyage pour que ça aille vite, ça aille vite, ça aille vite, ça aille vite. Mais à un moment, on va avoir un gros problème, c'est que fondamentalement, on va pas pouvoir aller plus loin. Soit pour un problème de sous, tout simplement. Ces choses-là coûtent de l'argent ou des compétences, il va falloir du temps pour vous former. Et donc, vous n'allez pas forcément avoir le temps, ni l'envie, ni la possibilité en fait d'optimiser jusqu'à un certain point. Et à ce moment-là, votre site, il n'est peut-être pas à la vitesse à laquelle vous le voulez, et il va falloir trouver des solutions. Et donc, une de ces solutions, c'est donc la programmation optimiste, qui est dans l'idée en fait, de simuler que tout s'est bien passé, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. L'idée, ça va être de dire, il y a une requête qui part, et en fait, si vous pouvez anticiper quel va être le résultat de cette requête-là, autant faire comme si elle était déjà revenue, puisqu'on sait ce qui va se passer. Donc ça va extrêmement bien marcher, on va le voir dans certains cas. Prenons un exemple. Un exemple, j'ai ma liste d'éléments, je veux supprimer un élément, je clique sur mon élément, je le supprime, il se passe des trucs, appel réseau, suppression en base de données, on synchronise des microservices, il se passe tout un tas de bordel, c'est génial, ça prend du temps, ça emmerde tout le monde, là vous voyez, c'est super chiant, et mon élément disparaît enfin. Pendant ce temps-là, votre utilisateur, il est bloqué, il ne peut rien faire, il est frustré, il s'énerve, il est peut-être même déjà passé à autre chose, ou parti, selon votre type de site, et c'est pas terrible. Sauf que là, c'est une suppression. Si votre serveur il n'est pas trop mal codé, une suppression, en théorie, déjà ça devrait être rapide, mais admettons, il se passe des trucs compliqués, mais surtout ça devrait réussir à chaque fois, ou au minimum dans 99,999% des cas. Si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être des problèmes plus importants à régler que de faire de la programmation optimiste. Donc du coup, si les choses sont censées bien se passer, pourquoi on ne ferait pas comme si tout s'était bien passé, on retire l'élément, et puis on attend, et puis voilà. Donc c'est ça la programmation optimiste. Donc l'idée, si on reprend notre liste, on va cliquer sur l'élément, on va le supprimer tout de suite, la requête réseau part, et du coup, voilà, ça peut prendre autant de temps que ça veut, parce que pour l'utilisateur, tout a été mis à jour, tout a été exécuté, et tout s'est bien passé. Et c'est génial. Bon, je vous vois arriver, forcément,
Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Mathieu, s'il y a des erreurs et tout ça, ouais, genre, s'il y a une mamie qui coupe l'Internet et qui coupe la géorgie de la planète au moment où la personne elle clique sur un lien, ok, ça peut arriver, je vous l'accorde, eh ben, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un message à l'utilisateur pour lui dire, ah, il y a un truc qui s'est pas bien passé, et remettre l'élément tel qu'il était avant. Donc évidemment, ça, c'est pas anodin. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Donc du coup, si vous voulez le faire, c'est très simple, il va falloir adapter votre flow un petit peu. Donc comment on va adapter ce flow? Au moment où on va cliquer sur notre bouton, on va immédiatement sauvegarder l'élément dans un endroit à définir, et on va le retirer de l'interface. On va mettre à jour immédiatement ce que voit l'utilisateur. Maintenant, on peut faire notre appel réseau, et là, ça peut prendre autant de temps qu'on veut, puisque du coup, l'interface est déjà mise à jour, l'utilisateur vit sa vie, et là, à un moment, l'appel réseau est censé répondre. Si tout s'est bien passé, c'est-à-dire dans 99% des cas, tout s'est bien passé, c'est cool, on retire ce qu'on a stocké en backup, on n'en a plus besoin. Sinon, on rollback, et on affiche une erreur. Voilà. Alors évidemment, c'est plus compliqué qu'un flow dont vous avez probablement plus l'habitude, qui on clique sur le bouton, on fait l'appel réseau, on attend, et là, si le résultat est positif, on retire, si le résultat est négatif, on affiche une erreur. Donc forcément, il y a plus de complexité, il va falloir l'anticiper. Et surtout, ça ne va pas marcher dans tous les cas, vous l'avez compris. Le premier élément, l'élément plus important si vous voulez faire de la programmation optimiste, c'est qu'il faut que vos résultats soient prévisibles. Donc ça marche extrêmement bien pour du CRUD, c'est-à-dire création, suppression, modification. Dès que vous avez des formulaires d'administration, ça va marcher très bien, parce que l'utilisateur, il remplit un formulaire, vous avez toutes les données, elles sont envoyées au serveur, mais vous les avez aussi en local puisqu'il vient de les remplir. Affichez-lui le résultat tout de suite. Et même s'il y a des données qui sont calculées, par exemple si l'identifiant de votre élément est généré côté serveur, en attendant, vous lui affichez un petit placeholder qui va dire en cours de processing ou identifiant temporaire ou quelque chose comme ça en fait. Vous n'avez pas forcément besoin immédiatement. Donc du coup, vous avez plein de petites astuces comme ça pour pouvoir vous passer de ça. Alors évidemment, si votre API renvoie la météo, là, ça va être vachement plus dur, parce que même l'API, elle sait déjà pas ce qu'elle doit répondre, alors forcément, anticiper le résultat, ça va pas être évident. L'autre élément, il faut gérer ses backups. Donc comment on va stocker en fait ces informations-là? Soit vous avez déjà une mécanique qui est en place, donc par exemple si vous faites, moi je fais du web, donc si en web, si vous avez du Redux ou n'importe quel système de store qui va gérer ça, ça va être assez facile parce que vous avez déjà une gestion d'état globale. Du coup, c'est assez facile de se créer un petit élément dans votre store et dire là c'est mon backup, je mets mes éléments et je les supprime et du coup, voilà. Si vous n'avez pas ça, ça va être un peu plus compliqué, mais pas forcément. N'oubliez pas que ces éléments que vous voulez stocker, c'est du backup vraiment temporaire. Encore une fois, vos API sont peut-être lentes, mais lent, c'est très relatif. Généralement, c'est quelques secondes. Si votre API met en effet 25 minutes à répondre, vous avez encore une fois peut-être d'autres problèmes, peut-être qu'il va falloir avoir une solution plus robuste. Mais si votre API met 3 à 4 secondes et que vous voulez juste mettre ça en place pour que ça soit immédiat, votre stockage il est très temporaire et surtout c'est généralement des petites données, c'est un élément que vous allez stocker 2, 3 et vos utilisateurs vont pas faire 1 million de clics et c'est stocké en local sur l'ordinateur de la personne. Vous pouvez stocker ça en mémoire, votre mémoire va pas exploser. Il faut juste évidemment pas oublier de les nettoyer, c'est important la phase de nettoyage. Donc du coup, vous avez plein de petites solutions comme ça, et si vous voulez des trucs persistants quand l'utilisateur revient, en web, encore une fois, du local storage ou du session storage, des choses dans ce genre-là, si vous avez besoin. Et enfin, il va falloir prévenir l'utilisateur. Selon la probabilité avec laquelle une erreur apparaît, la complexité et l'importance des éléments qui ont échoué, peut-être en effet falloir prévoir un petit centre de notification, ou pas. C'est peut-être une étape qui viendra au fur et à mesure. Quand votre système, vous allez pouvoir le mettre en place en plusieurs étapes. Mais c'est vrai qu'avoir un endroit où on voit tous les trucs et dire, ok, cette suppression n'a pas marché, la réessayer, c'est le truc ultime. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'aller là tout de suite. Ne serait-ce que, comme je vous l'ai montré, d'avoir une petite notification qui pop pour dire « Ah, tu as essayé de supprimer ça, ça n'a pas marché, réessaye tout à l'heure. » C'est pas mal. C'est déjà un bon début. En sachant que vous avez aussi les données. Donc, avant d'afficher les messages d'erreur à l'utilisateur, vous pouvez aussi faire un retry éventuellement au bout d'un certain temps. Vous n'êtes pas obligé d'afficher le message tout de suite. Parce que vous avez, encore une fois, gardé les données. C'est aussi l'avantage du backup. Donc voilà, c'était une petite introduction à la programmation optimiste. J'espère que ça vous a donné des idées peut-être pour améliorer la fluidité de certaines de vos interfaces. Moi, c'est un concept que j'aime bien, qui n'est pas toujours évident à mettre en place, mais qui peut vraiment être un outil assez pratique dans sa boîte à outils d'optimisation, en fait, qui est souvent sous-estimé. Donc je vous remercie et je ne sais pas si vous avez des questions. Tu disais que vous en avez fait à mano mano, c'est ça? Et est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact que ça a au niveau utilisateur en termes de ressenti? À mano mano, on l'a vraiment utilisé à petite échelle, vraiment à certains endroits. Encore une fois, ce n'est pas un pattern qui est très très répandu. Mais c'est plus dans la perception en fait, ce qu'on va mesurer, c'est ça c'est trop lent et on va dire c'est bon, on l'a réglé, on l'a rendu rapide, alors qu'en fait on ne l'a pas rendu rapide, on a juste mis ça en place en fait, parce que le rendre rapide ça aurait coûté beaucoup trop cher.
Donc du coup, c'est plus dans ces cas-là, moi j'ai tendance à les utiliser. Après, en sachant qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de frameworks qui font ça d'office. Je ne sais plus où je l'ai vu en fait, mais de plus en plus souvent, je tombe sur des frameworks, notamment de gestion d'API en fait, qui gèrent ça directement. Alors, ReactAdmin, je crois que c'est pas forcément le cas, mais il y a des trucs comme ça voilà, qui vous font des interfaces d'administration CRUD clé en main. Il y en a de plus en plus en fait qui vont gérer ça automatiquement parce que c'est devenu, ça devrait être un standard de base en fait quand vous faites des interfaces de ce type-là. C'est juste que c'est un peu chiant à mettre en place, donc les gens ne connaissent pas forcément, donc du coup c'est pas forcément mis en place, mais ça devrait être quasiment systématique parce qu'en fait, une fois que le système global de gestion de cette gestion de backup et d'affichage de notifications est fait, c'est le même pour tous les appels et lui du coup il est réutilisable à l'infini. Et du coup, après, ça devient quelque part gratuit de le faire. Donc c'est plus dans ce sens-là où, généralement, voilà, c'est pas un truc qu'on va mesurer, c'est plus, on va dire, voilà, on a corrigé ce problème-là, alors qu'en fait, pas du tout, on l'a juste mis sous le tapis parce qu'à ce moment-là, on peut pas le corriger, et du coup, c'était plus rapide de faire ça, quoi. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est pas un pattern qui est voué à disparaître, dans le sens où là, tu mettais un exemple du dernier MacBook vs un vieux Windows XP, mais si on se met à l'échelle dans 10 ans, bah, le vieux Windows XP, ce sera le MacBook d'aujourd'hui. Et résultat, on a tout qui va quand même de plus en plus vite. Et finalement, après, on va grappiller... T'as sincèrement l'impression que ton ordinateur est plus rapide qu'il y a 10 ans? Les pages qui font 10 mégas aujourd'hui feront 100 mégas. Le web est factuellement plus lent aujourd'hui qu'il y a 10 ans. J'en suis certain. J'en suis certain. Parce que les pages sont 100 fois plus grosses, c'est-à-dire que la connexion a fait x10. En fait, à chaque fois que tu as de la ressource, elle sera utilisée et le plus souvent, elle sera mal utilisée et donc du coup, tu auras forcément un cas où la ressource sera surutilisée jusqu'au moment où ça se retasse, sauf qu'en fait, derrière, tu as la nouvelle ressource qui est disponible et en fait, tu es constamment en train de faire cet accordéon-là. Il suffit de regarder les jeux vidéo aujourd'hui. Les jeux vidéo, c'est un très bon exemple. On a des cartes graphiques qui sont 1 milliard de fois plus rapides qu'il y a 10-20 ans. Pourtant, les jeux ne tournent pas plus vite, ils sont juste plus beaux, plus complexes, etc. Et c'est exactement ce qui va se passer partout. Donc, moi, j'ai jamais vu un truc qui devient plus rapide. Un truc qui devient plus rapide avec le temps, c'est qu'il n'a pas évolué. Pokémon? Bah non, même les nouveaux Pokémon, ils sont en 3D tout moche, mais ils sont plus lents. Ouais, mais ils sont lents, quoi. Mais ils sont lents. Et ils rament, je crois que dans certaines villes de Pokémon, si je me souviens bien, ça rame un peu. Donc, non, là-dessus, je suis convaincu que ce pattern, toutes les patterns d'optimisation de perf seront toujours là dans 10, 20 ans, 30 ans. Ça, j'en suis convaincu. Et Mathieu, il y a un article, je ne sais pas si vous connaissez Linear, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, qui est un équivalent un peu d'un Jira hyper moderne, hyper rapide, et en fait, qui a construit un peu toute sa notoriété parce qu'il est hyper fast. Mais en fait, il n'est pas hyper rapide, c'est juste qu'ils ont fait ça quasiment partout. Et d'ailleurs, ils marchent en offline, etc. Sauf que si tu te reconnectes, après, tout se resynchronise. Mais ils font que ça partout. Alors que Jira était réputé pour être lourd, lent, duplique, des trucs comme ça. Eux, ils ont fait full ça. Ils ont fait un super article qui décrit un peu comment ils ont mis ça en place. Et c'est hyper intéressant parce que l'outil te paraît hyper rapide, alors qu'en fait, il n'est pas du tout. Mais à l'usage... Tu couples ça avec du offline, et en effet, tu es plutôt dépendant de la connexion Internet. Donc en fait, tout va super vite. Après, par contre, plus tu rajoutes de trucs comme ça, plus tu rajoutes de la complexité à tout réconcilier, etc. Là, je vous ai vraiment montré la version, on va dire, rapide de l'iceberg, à quoi ça peut ressembler en fait. Mais plus vous allez vouloir faire quelque chose d'évolué, forcément, plus ça va être complexe. C'est pour ça qu'il y a plein d'étapes. La première étape, évidemment, c'est juste de faire semblant, c'est bon, j'ai reçu le résultat. Après, votre gestion d'erreur va se complexifier en fonction de votre contexte. Après, vous allez devoir faire du truc offline pour que si jamais la personne parte et revienne, du coup, vous pouvez quand même rejouer les backups. Et puis plus ça va, plus... Mais ouais, c'est vraiment bluffant. Quand c'est vraiment bien implémenté, c'est incroyablement bluffant. Et du coup, ouais, c'est vraiment impressionnant. La première difficulté à laquelle je pense, là, en essayant d'imaginer une implémentation, c'est notamment au niveau du routing. Si tu changes de page et que typiquement tu as supprimé un élément sur une page, mais que sur une autre page il est censé apparaître, j'imagine que ça va être assez compliqué. Donc ça veut dire que ton store global, enfin tes informations sont vraiment centralisées dans un store global. C'est là où avoir un store global qui du coup a tout l'état du site, c'est pratique. Typiquement, voilà, si tu veux faire quelque chose comme ça. Et globalement, encore une fois, c'est quelque chose qui marche très bien dans les interfaces d'administration. Et du coup, dans les interfaces d'administration, tu as ce store global d'une manière ou d'une autre, en fait, pour justement pas avoir besoin de requêter constamment les informations.
Et du coup, bah, tu as une source de vérité, et c'est cette source de vérité qu'il faut mettre à jour. Et du coup, bah, là, tu as une source de vérité locale qui est ton store global. Et bah ouais, lui, il va être à jour. Et avec à côté, encore une fois, tout ce qui va bien pour faire les rollbacks, en fait. Mais du coup, quand tu navigues, bah, du coup, ouais, tu vois le résultat parce que ton résultat, il a été appliqué partout, en fait. Donc, du coup, si tu supprimes ton élément, bah, tu le supprimes de la liste dans laquelle il était. S'il est enfant, il faut... Alors, du coup, plus la structure est complexe, plus c'est compliqué. Surtout si ces éléments-là sont référencés à plusieurs endroits. Là, après, c'est de la conception de store. Donc là, c'est encore un sujet à part sur comment bien concevoir un store, un état local, en fait, pour justement éviter d'avoir un objet qui est à 12 endroits différents et avoir des stores qui font des tailles gigantesques. Et ça, bah, du coup, c'est de l'organisation. Ça se fait très bien, mais en effet, il faut bien réfléchir son store. Mais ça, voilà, je pars du principe qu'en effet, plus vous allez vouloir utiliser ça, plus vous allez avoir besoin d'un store centralisé qui, du coup, sait gérer ces problématiques-là et qui, du coup, quand vous mettez quelque chose à jour, vous ne le mettez pas à jour à 12 endroits. Vous le mettez à jour à un endroit, 2 maximum, et ils sont très faciles à retrouver. Et ça, encore une fois, c'est une question de complexité, quoi. Plus votre complexité va augmenter, plus ce sera important, parce que vous allez vite voir, sinon qu'en effet, jouer le rollback, il faut que ça soit facile. Si jouer le rollback, c'est compliqué, c'est qu'il y a des choses à améliorer pour que ce pattern-là puisse marcher. Et du coup, c'est un bon indicateur, parce que du coup, si vous voulez mettre ça en place sur un store qui est mal gaulé, vous allez vite le voir. Et là, la réponse, c'est pas de dire, ah bah, la programmation optimiste, c'est pas pour moi, c'est de dire, ah, mon store, il est peut-être mal gaulé. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on gère nos données pour que ça soit plus facile, en fait, de faire ce genre de choses. Et de manière globale, votre application sera gagnante parce que, bah, du coup, encore une fois, vous appliquerez les changements une fois et ça se répercute partout, plutôt que de devoir appliquer les changements 12 fois et d'y avoir potentiellement des désynchronisations à certains endroits parce que vous en avez oublié, etc., quoi. Ouais. Et ça, ouais, la gestion de StoreRedux, je suis content de ne plus avoir à en faire.